Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Imaginez une cyberattaque contre nos installations d'eau potable, contre les systèmes de refroidissement d'une centrale nucléaire, des hôpitaux paralysés. Eh bien, tout cela, on peut l'imaginer, il faut s'y préparer chaque jour. Des experts de la cyberdéfense sont à pied d'œuvre pour analyser, déjouer, voire riposter à des attaques lancées quelque part depuis l'autre bout du monde. À Londres, Sa Majesté, la reine Elisabeth en personne, a inauguré le 14 février dernier le National Cyber Security Center. Objectif, protéger le pays contre les opérations de piratage Internet. Budget annuel de ce centre national de la cybersécurité, 400 millions de livres sterling, environ un demi-milliard de francs. En France, le ministère de la Défense, à lui seul, a relevé 24 000 attaques durant la seule année 2016, 2 fois plus que l'année précédente. Cette escalade fait dire au ministre Jean-Yves Le Drian que l'arme cyber est une arme aussi décisive que l'apparition de l'aviation sur les champs de bataille au début du XXe siècle. Dans cette guerre-là, on le sait depuis les révélations d'Edward Snowden, les grandes puissances, à commencer par les États-Unis, possèdent une force de frappe ahurissante. Mais attention, même les plus forts sont vulnérables, il existe des failles dans l'architecture d'Internet. Rubrique signée Chanwon Park, Mélanie Ohayon. Internet, une galaxie sans limites et sans frontières en expansion perpétuelle. Et c'est ainsi que l'artiste américain Barrett Lyon donne à voir l'invisible de ces échanges en ligne. Pourtant, Internet a une ossature bien matérielle, elle sillonne les mers et les océans. C'est à travers ces câbles sous-marins de fibre optique déployés sur près d'1 million de kilomètres que transitent 99% des télécommunications mondiales. Aujourd'hui, plus de 300 câbles tapissent les fonds marins. Le centre de recherche américain, Télégéographie, a recensé toutes ces autoroutes de l'information. Directement visible sur cette carte, le nœud transatlantique entre les États-Unis et le Royaume-Uni, plaque tournante de ce réseau. En Asie, c'est depuis la Chine que ces lignes se multiplient. Ces tuyaux d'Internet peuvent être enfouis à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Mais certaines portions restent exposées, donc vulnérables. À la merci des ancres de bateaux, des filets de pêche, des voleurs de cuivre ou même des requins, ils sont surtout dans le viseur des services d'espionnage. Car ces câbles nous permettent de téléphoner, d'envoyer instantanément des emails ou des SMS. À travers eux aussi, le système bancaire SWIFT transfère tous les jours des milliards de francs. Depuis les révélations d'Edward Snowden, on sait que les services de renseignement sont capables d'aspirer la totalité des données qui transitent par ces câbles. Bonjour Solange Gardin-Outy. Bonjour. Vous êtes professeur à HEC, Université de Lausanne, experte internationale en cybersécurité, cyberdéfense, et puis auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Cyber Power, Crime, Conflict and Security in Cyberspace. Et puis, vous êtes aussi titulaire de la Légion d'honneur. Qu'est-ce qui vous a valu de recevoir cette haute distinction? Eh bien, la reconnaissance de mes travaux scientifiques en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Alors revenons à ces fameux câbles, architecture physique de notre système Internet. Est-ce que c'est vraiment le maillon faible? C'est un des maillons faibles, effectivement, c'est toute l'infrastructure matérielle qui relie les continents et les systèmes. Et c'est comme un peu dans l'esprit de la conquête des mers qui s'est développée à partir du XVe siècle avec cette ouverture de nouveaux territoires qui sont les territoires informationnels. Et il y a un vrai enjeu de maîtrise de ces câbles sous-marins. En couper un isolerait un pays, un continent de l'Internet. Et aujourd'hui, qui exerce le principal contrôle sur ces câbles? En premier lieu, ce sont les opérateurs qui les maîtrisent, qui les posent, qui les déploient. On pourrait citer pour la France, par exemple, le groupe Orange. Pour le groupe Vodafone ou Verizon, ce sont les gros opérateurs mondiaux de télécommunications qui possèdent ces câbles et qui ont donc la maîtrise. Et ils en sont les propriétaires aussi? Oui, absolument, oui. Mais ils agissent... Quand on les pose, c'est avec la permission des États. Tout à fait. Il y a bien effectivement un rapprochement historique de ces opérateurs avec leur État et puis une connivence pour permettre des écoutes.
Alors justement, est-ce qu'on peut vraiment, sous la mer, par 8000 mètres de profondeur, poser des mouchards pour aspirer toutes les données, les milliards de données qui transitent dans ces autoroutes? Mais souvent, les mouchoirs sont posés à l'origine de ces câbles. Et avec les câbles, effectivement, des facilités sont intégrées pour pouvoir permettre cette aspiration des données. Et puis on peut ensuite, technologiquement, reconstituer les messages? Alors, on voit, avec la puissance de calcul et les ressources nécessaires et le temps nécessaire, on peut effectivement reconstituer l'ensemble des paquets qui transitent ou des informations ou des signaux électriques ou électromagnétiques qui transitent. Et là, grâce au big data et la puissance algorithmique, on sait extraire des perles dans des mottes de foi incroyables. Alors, on va quitter les fonds marins, et puis avant d'aller dans le cyberespace, je vous propose qu'on écoute Edward Snowden lorsqu'il révélait l'ampleur inouïe des systèmes de surveillance. C'était dans une chambre d'hôtel à Hong Kong, le 6 juin 2013. La NSA et tous les services de renseignement en général cherchent à se procurer un maximum d'informations. Et ils croient, sur la base d'une légitimité qu'ils s'auto-attribuent, qu'ils servent l'intérêt national. Au début, ces efforts étaient clairement ciblés sur des services de renseignement étrangers. Désormais, on voit que la NSA vise au niveau national les communications de tout le monde. Elle les collecte dans ses systèmes, elle les filtre, les analyse, elle les stocke. N'importe quel analyste, n'importe quand, peut cibler n'importe qui, n'importe où. Assis à mon bureau, je peux surveiller tout le monde, vous, un juge fédéral ou même le président si j'ai son email. Je pense que les personnes derrière ces agissements, celles qui opèrent en dehors du modèle démocratique, doivent une explication au grand public. Lorsque vous subvertissez ainsi les pouvoirs de l'État, la démocratie est en danger. Mais la raison qui a rendu la Suisse si intéressante comme capitale de l'espionnage, en particulier Genève, n'a pas changé. Ce sont toujours les sièges internationaux, les Nations Unies, l'OMS, l'OMC, le CICR. Il y a des représentations des gouvernements étrangers, les ambassades, les organisations internationales, les ONG. Quantité d'organisations et tout cela dans une seule ville. Donc en Suisse, je peux le dire, il y a toujours une présence active des États-Unis en ce qui concerne l'espionnage. Ce que disait Edward Snowden en 2013 à propos de Genève, c'est toujours vrai? Oui, tout à fait. Mais comme tous sont les centres névralgiques, là où il y a de l'intérêt économique, politique, diplomatique, il y aura des espions de toute façon. Et peut-être qu'en Europe, Bruxelles est pas mal située aussi dans le palmarès des places à espionner. Alors, il y a eu des attaques contre TV5 Monde, hein, où on nous regarde peut-être 17 heures les écrans paralysés au noir, contre Yahoo, plusieurs centaines de millions de comptes piratés. Il y a eu des attaques contre le gouvernement norvégien récemment, les gouvernements italiens. Il y en a tout plein. Qu'est-ce que nous révèlent ces attaques ? Eh bien, la fragilité du monde dans lequel nous vivons et notre dépendance aux infrastructures numériques, à l'informatique et aux télécoms. Et au-delà des câbles, ce sont des points névralgiques d'attaque, mais toutes ces concentrations de données qu'on peut avoir dans des fournisseurs de services comme Facebook, par exemple, eh bien, on a une attraction par le monde criminel éventuellement, mais aussi par des entreprises complètement licites pour développer et exploiter ces données à des fins d'intelligence économique et puis de suprématie, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde économique. Mais à propos des attaques contre la société suisse d'armement RUAG ou Yahoo, est-ce qu'on connaît l'ampleur des dégâts ? On arrive à cerner l'ampleur des dégâts ? Alors il faut se rappeler aussi qu'on a mis plus d'1 an pour détecter la présence de ces logiciels malveillants et de ces attaques dans le système. Et on peut comprendre a priori l'ampleur des données volées, mais les conséquences de ce que peuvent en être faites ces données sont encore pas assez mesurées ou envisagées. Donc les conséquences à long terme peuvent être plus importantes que celles immédiatement perçues. Et puis, il y a eu aussi, on en a beaucoup parlé, les intrusions dans le système électoral américain et puis dans le système informatique du Parlement allemand. Est-ce qu'on peut en déduire que les institutions démocratiques sont aujourd'hui en danger ?
Mais certainement, puisqu'on voit qu'avec les cyberattaques sur des systèmes, mais aussi toute cette capacité de manipulation d'informations que propose Internet, et cette diffusion de fausses informations, de rumeurs ou autres, permet de déstabiliser des économies, des États, l'opinion publique. Et ce grand facteur d'influence, c'est à mon avis un risque majeur pour nos démocraties et un des problèmes qu'on n'arrive pas du tout à évaluer et à en mesurer les conséquences à long terme. Donc pour vous, le danger de déstabilisation est aussi important que le piratage de données économiques? Mais peut-être plus, parce qu'en tous les cas, le piratage est visible, directement visible. Et là, ça porte atteinte au processus de décision, à la manipulation de la population et des dirigeants. Souvent, lors de ces attaques, notamment dans les élections américaines, on montre du doigt Moscou, la Russie. Est-ce qu'on a raison de le faire? C'est assez facile, mais oui, bien sûr, mais il ne faudrait pas oublier tous les autres acteurs qui en ont les moyens, qui sont aussi présents sur ce théâtre mondial de la désinformation et de la manipulation d'informations. Comme? Par exemple aussi, peut-être la Chine, Israël ou d'autres acteurs puissants du cyberespace. Est-ce qu'on arrive, d'une manière générale, à identifier les agresseurs? Parce que c'est ça qui est spécial un peu dans le cyberespace, c'est que les agresseurs, ça tire de partout, mais on ne sait pas forcément qui tire. Effectivement, c'est excessivement difficile d'attribuer l'origine d'une cyberattaque, puisqu'il peut s'agir de mercenaires répartis dans le monde entier. Ces mêmes entités qui peuvent être commanditées par les États, mais peuvent passer par de multiples intermédiaires, y compris techniques et géographiques. Et donc, s'il n'y a pas une revendication majeure de ces attaques, c'est difficile avec certitude d'attribuer l'origine. Et en fait, c'est l'exploitation d'un faisceau d'informations, d'un contexte particulier qui permet éventuellement de pointer le doigt sur l'un ou l'autre acteur. Mais si on ne connaît pas les agresseurs, est-ce qu'on peut riposter? Alors, c'est un des grands problèmes du cyberespace et c'est pour ça que c'est aussi efficace cette intimidation, ces capacités de déstabilisation, puisque la riposte va être difficile à effectuer sans se tromper de cible et sans passer aussi peut-être par des infrastructures alliées, puisque du fait de ces nombreux intermédiaires techniques. On a évoqué au début de cette émission le cyberterrorisme. Est-ce que c'est un danger, selon vous, qui est sous-estimé? Peut-être, mais je crois que ce qu'on sous-estime surtout, c'est le terrorisme économique qui peut se réaliser au travers de l'Internet, justement par du vol d'informations, des atteintes à la réputation des entreprises. Donc cette grande concurrence mondiale est favorisée par l'interconnexion des systèmes et par la présence de l'Internet. Dans ce cyberespace, on a un peu le sentiment sans frontières, on évolue sans règles, sans frontières. Est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, vous et nous, mettre de l'ordre, comme on l'a fait, par exemple, en signant des traités internationaux sur les missiles ou sur le désarmement nucléaire? C'est ce que vous suggérez, je crois. Effectivement, on est en train de bâtir un cyberespace, un écosystème numérique qui est global, qui est mondialisé, qui est partagé par un ensemble d'acteurs étatiques, privés et aussi criminels et terroristes. Donc, il faut pouvoir le réguler à un moment donné ou à un autre pour, de la même façon qu'on a régulé l'usage des mers avec des eaux territoriales, des pôles, il faut pouvoir se partager ce bien commun que nous en sommes en train de construire. En revanche, sachant que ce bien commun il appartient à certaines entités qui maîtrisent les infrastructures, et y compris l'infrastructure physique. Merci. On va terminer là-dessus. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Geopolitis. À bientôt. Merci. Si vous souhaitez prolonger cette émission, je vous recommande évidemment le livre de notre invité, Solange Guernauty, Cyber Power, Crime, Conflict and Security in Cyberspace. L'ouvrage aborde notamment l'impact de la cybercriminalité et du cyberterrorisme sur nos sociétés, paru aux éditions de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Un excellent dossier paru tout récemment dans le magazine Le Point, Le jour où Internet s'arrêtera, la nouvelle cyberguerre mondiale, des analyses, des interviews dans le numéro 2316 du 26 janvier 2017. Et puis, n'hésitez pas à louer, voir ou revoir Snowden, l'excellent film d'Oliver Stone, sorti dans les salles en 2016. Celui-là a l'air croustillant. Attends, comment c'est possible? Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Donc, les emails, les chats, SMS, tout ce qu'on veut. Oui, mais on vise qui? Je comprends pas. Tout le royaume, Blanche-Neige. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Geopolitis en rediffusion, c'est nouveau chaque lundi soir sur RTS2 et bien sûr sur toutes les chaînes de TV5 Monde. À vous tous, une excellente semaine. À bientôt.